5e volet de la guerre russo-ukrainienne avec Olivier Buirette sur Radio Cool Direct. La guerre russo-ukrainienne, qui a franchi le cap des 4 ans d'invasion à grande échelle en février dernier, demeure un conflit de haute intensité marqué par une guerre d'usure technologique. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà je te remercie Marco pour cette nouvelle édition de ce point sur le conflit russo-ukrainien. Et je suis Olivier Buirette, donc je suis universitaire, Sorbonne Nouvelle Paris 3 où je suis chargé de cours en histoire de l'Europe centrale et orientale, histoire des relations internationales et depuis cette année un nouveau cours sur images et archives. Donc voilà, puis j'ai aussi des fonctions administratives, je suis responsable administratif de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, mais là nous parlerons évidemment de l'Est européen. Ah oui, de l'Ukraine. Aujourd'hui. C'est depuis 2022, en fait, ce rendez-vous. On est en 2026. Ça fait 4 ans que la guerre a débuté, voilà. À peu près, ou pas, oui, 4 ans. Alors voilà, donc le conflit, ça date, en tout cas, dans la phase très active de cette guerre, c'est le 24 février 2022, et c'est vrai que assez rapidement, parce qu'on se connaissait, toi et moi, via Jean-Claude Carton, donc, qui a disparu, effectivement, il y a maintenant plus une bonne dizaine d'années. Et donc, on s'était contacté, puis on a eu l'idée de faire ce petit point sur ce conflit. Donc, on l'a fait en 2022, 2023, 2024, 2025, et là, on est déjà en avril 2026. Donc, la cinquième fois, parce que ce conflit, effectivement, est entré dans sa 5e année. Hein. Quand on avait fait le premier numéro, on se disait. On se disait, est-ce qu'il y en aura un autre après Exactement, mais oui. Donc on peut toujours espérer que ce sera le dernier, mais bon, moi je prends pas trop de risques à ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que depuis, et sans doute on évoquera dans des questions, la configuration, générale des relations internationales a quand même pas mal évolué. Les conflits se multiplient. Le droit international quand même est vraiment renvoyé désormais dans les limbes, si je puis dire. Ça s'est quand même considérablement dégradé sur le plan international. Donc désormais, l'Ukraine, le conflit russo-ukrainien, qui apparaissait vraiment comme une crise majeure, il y a en 2022, désormais, a tendance à s'inscrire dans autre chose. Hein. On a vu depuis les conflits actuels au Proche-Orient, qui sont plusieurs, hein, et qui eux aussi nous avaient annoncé ça durerait pas longtemps, mais en fait ça dure longtemps. Hein. Voilà, évidemment, parce que rien n'est jamais simple. Donc voilà. Hein. Ceci dit, si on comptabilise les conflits qu'il y a dans le monde entier, là on parle de l'Ukraine, de l'Iran, il y a beaucoup de conflits quand même. Hein. C'est ça, voilà, ça se multiplie et surtout, encore s'il y a quelques années, on pouvait encore penser quand même que il y aurait qu'à un moment donné il y aura un sursaut au niveau des règles internationales. Depuis que en gros la donne a changé avec le retour au pouvoir de Donald Trump début 2025. Donc désormais, effectivement, un Donald Trump qui multiplie des déclarations indiquant que, en gros, les crimes de guerre, il en a rien à faire, etc. On est globalement, même si moi je donne toujours un regard d'historien, hein, mais on est quand même entré. Évidemment, ça fait pas spécialement plaisir, mais dans une nouvelle phase de l'histoire des relations internationales, hein, où le droit, ce qu'on appelait quand même une sorte de règle, qu'on tentait quand même tant bien que mal de maintenir depuis 1945, tout ça est complètement bafoué. Et on est désormais dans des rapports entre les États
qui sont un peu revenus ceux qu'ils étaient un peu avant la guerre de 14-18, hein, c'est-à-dire le rapport des grandes puissances, hein, et du plus fort au plus faible, hein. Ce que quand même deux guerres mondiales au XXe siècle ont amené quand même les femmes et les hommes à essayer, de contrer ce genre de choses. Voilà, c'est un constat qui est pas très très positif, hein, à l'heure actuelle. 5e volet de la guerre russo-ukrainienne avec Olivier Buirette sur Radio Cool Direct. Alors on va passer à un autre sujet, donc cette guerre en Ukraine, hein. Et donc on le disait depuis 2022. Quel bilan depuis le 24 février 2022? Alors, le bilan depuis le 24 février 2022, c'est le nombre de victimes, hein, quand même aussi qui fluctue, hein, parce que c'est pas du tout évident évidemment d'avoir des chiffres. Hein. Je cite souvent en exemple le dernier conflit majeur sur le continent européen, qui a été quand même la guerre de dissolution de la Yougoslavie, qui a duré 10 ans. Hein, avec à peu près 300 000 morts. Hein, et on n'est pas encore certain que ce nombre-là soit définitif, hein, parce que c'est un autre cadre évidemment, parce que c'est une guerre civile. Donc on n'a pas définitivement les chiffres, mais enfin voilà, ça donne une idée. Là, sur 5 ans de guerre. Qui va la 5e année qui commence, on oscille entre 500 000 globalement, hein, 500 000 et 1 million de morts. Donc c'est un conflit extrêmement meurtrier. Hein. C'est une guerre de position, hein, comme on n'en avait pas revu en Europe depuis 14-18 et puis dans le monde. La dernière guerre de position, c'est bien le cas d'en parler, c'était la fameuse guerre Iran-Irak, hein, dans les années 80. C'était une guerre de position aussi extrêmement meurtrière. Et là aussi, hein, c'est-à-dire que tu me demandes où on en est, c'est-à-dire que au moment de l'offensive russe, hein, que quand même on pouvait imaginer, on pouvait pressentir quand même, c'est une offensive qui à la base devait se dérouler rapidement dans l'esprit de Vladimir Poutine en tout cas, avec une invasion par le nord, par le sud et par l'est, hein, du pays. Par le nord, en partant notamment de la Biélorussie, en tentant de s'emparer rapidement de la capitale Kiev, ce qui n'a pas pu avoir lieu. Hein. Par le nord-est, en tentant de s'emparer de Kharkov, ça n'a pas eu lieu non plus. Et puis en se basant depuis le Donbass, dans le sud, hein, le Donbass qui était déjà sécessionniste entre la Russie et l'Ukraine, hein, depuis 2014. Hein. Eh bien, là aussi, ça n'a pas tellement abouti. Et puis, en s'appuyant aussi sur la Crimée, qui avait été annexée par la Russie en 2014. Donc, ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a une phase qui serait, comment on peut qualifier de contre-offensive. C'est en 2023. Hein, tout ce qui est au nord et la région de Kharkiv, est abandonné par les Russes. Et désormais, le conflit se fige. Hein, donc sur l'est et le sud-est, hein, c'est-à-dire sur le Donbass, hein, et puis également tout ce qui est dans la région autour de la Crimée. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la contre-offensive ukrainienne. Hein. Et ensuite, il y a 2024. Et là, vraiment, le conflit se fige dans une guerre de position. Ça n'évolue plus tellement. Il y a les contre-offensives que vont mener début 2025 les Ukrainiens en territoire russe. Il ne faut pas l'oublier, notamment dans la région de Koursk, au nord de l'Ukraine. Cette ville c'est l'oblast de Koursk, qui est une ville très célèbre en Russie parce que c'est un des lieux majeurs des dernières batailles de la Seconde Guerre mondiale. C'est à Koursk en fait que l'armée rouge fera notamment sauter le verrou, un des derniers verrous défensifs de la Wehrmacht, et qui va ouvrir ensuite la route directement à l'Europe, c'est-à-dire à la Pologne, et ensuite évidemment jusqu'à Berlin. Donc ça a été effectivement un truc important. Et jusqu'en 2026, on est sur effectivement un front qui est figé,
parce qu'il y a un rapport de force. Alors évidemment, on dira toujours il est déséquilibré. C'est vrai que côté russe, le potentiel, comment dire, militaire est énorme. Mais côté ukrainien, bon, il y a quand même bon an mal an le fait que les États-Unis donc ont cessé leur aide, que l'Union européenne a pris le relais pour aider évidemment militairement l'Ukraine, confère tout simplement là tout récemment, information d'aujourd'hui ou d'hier, le déblocage du fameux prêt de 90 milliards d'euros donc à l'Ukraine, qui était bloqué par la Hongrie de Viktor Orban, sauf que mi-avril, Viktor Orban a perdu les élections en Hongrie et donc il ne bloque plus le prêt. C'est désormais Peter Magyar qui est plus un peu, certes toujours conservateur, mais sans doute un peu plus pro-européen et qui a débloqué ce prêt. Donc ça peut encore continuer parce que voilà, l'éternelle question c'est quand on se demande où on en est, c'est combien de temps encore ça va durer, et ça c'est très difficile de pouvoir l'évaluer pour tout simplement parce que à part cette période de guerre de mouvement qui a eu lieu plutôt au début, entre 2022 et 2023, ça n'a pas tellement bougé depuis. Et c'est vraiment un type de guerre qui nous rappelle vraiment la guerre d'opposition de 14-18, c'est-à-dire avec des villages qui sont pris de temps en temps, qui sont libérés, etc. Mais il n'y a plus de grands mouvements, de fond dans ce conflit. Et ce qui m'amène à dire, mais bon, il n'y a pas que moi qui le dis évidemment, que ça se terminerait à partir du moment où un des deux camps céderait, quoi. C'est-à-dire que soit il se passerait en Russie un changement de pouvoir. Et disons que l'équipe de Vladimir Poutine serait amenée à disparaître, quoi. Ou alors un phénomène à peu près du même type, en Ukraine avec Zelensky. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de se dessiner comme ça. Voilà. Allez, je suis avec Olivier. Donc on parle de ce conflit en Ukraine. C'est un rendez-vous qu'on fait annuellement ici sur Radio Cool Direct. Alors, est-ce qu'on assiste à une évolution des relations internationales depuis le début du conflit ou pas ? Alors voilà, tout à fait. C'était un peu ce que j'évoquais au début. C'est-à-dire que autant ce conflit qui en fait a vraiment commencé, c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui le disent, en 2014, puisque en 2014 on a quand même l'invasion de la Crimée et son rattachement donc avec un référendum plus ou moins douteux sans doute, mais son rattachement direct à la Russie, et les insurrections dans le Donbass, cette région minière de l'Est de l'Ukraine, et ensuite de 2014 à 2022, on en reste là, mais c'est quand même déjà un conflit, qui est un véritable conflit. Et en 2022, on entre effectivement dans la phase, si je puis dire, plus active, puisque en gros ce que veulent faire les Russes, c'est terminer, si je puis dire, régler la question ukrainienne en gros, non pas forcément en envahissant le pays, mais en renversant Zelensky et en remettant un chef d'État pro-russe, comme d'ailleurs c'était le cas avant. Mais bon, tout ça échoue, effectivement, parce que sans attendre, sans on l'avait vraiment prévu, les Ukrainiens résistent et réussissent effectivement à renverser la vapeur. Alors, au niveau de l'implication dans les relations internationales, à cette époque-là, on est encore dans une administration, je pense surtout aux États-Unis, parce que qui dit États-Unis dit OTAN, etc. Au niveau occidental, dans une administration démocrate aux États-Unis, c'est Biden qui est au pouvoir, il y a une cohérence à condamner cette attaque, etc. et à tout faire pour, avec des sanctions, notamment à ce que la Russie lâche l'affaire, quoi. Bon, mais le coup de théâtre en fait qui va se produire, selon moi, au niveau international, parce que l'implication cette fois-ci, les conséquences sont internationales. C'est le retour au pouvoir de Donald Trump, avec un programme, même s'il semble illisible et incompréhensible encore à l'heure actuelle, ça je
fait pas dire, hein, mais qui est d'une rupture totale. Hein. C'est-à-dire que autant au début on s'imaginait que Trump serait un isolationniste, que d'ailleurs il s'était fait élire sur des idées de plus de guerre, enfin etc. Bon, tout ça on s'en souvient, mais en fait pas du tout. C'est tout simplement une sorte de America First à la Reagan, mais en pire, qui ressurgit parce que donc et ça va ressurgir partout dans la politique étrangère des États-Unis, c'est-à-dire terminer les histoires de droit international, terminer l'ONU qu'on critique, l'OTAN dont on veut manifestement quand même sortir ou trouver un moyen de sortir. C'est le retour au niveau international et c'est quand même depuis janvier 2025 de façon très cinglante avec cette intervention au Venezuela, c'est-à-dire le retour du concept de la doctrine Monroe et donc du fait que l'Amérique latine tout entière, aux yeux de la politique étrangère des États-Unis, est redevenue une arrière-cour, c'est-à-dire leur zone d'influence, et personne ne peut aller là. Et en gros, on fait ce qu'on veut, on change les régimes politiques comme on veut, etc. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a quand même si c'est passé un peu, on l'a un peu oublié d'ores et déjà, mais il y a le mois d'août 2025, le 15 août 2025, avec le fameux sommet de Davos entre Trump et Poutine quand même, et qui, même si on a dit que ce sommet avait été raté, qu'il n'y avait rien n'était sorti derrière, en fait ce qui est surtout sorti, c'est quand même une espèce d'accord tacite, parce que maintenant on le comprend, de ce sommet donc dont j'ai dit Davos, c'est un lapsus, il s'agit pas de Davos, mais il s'agit du sommet d'Anchorage, en Alaska, le 15 août donc 2025, qui en effet sera confirmé à Davos ensuite, lors du forum de Davos, avec les différents discours de Trump, qui va notamment lancer sa nouvelle organisation internationale pour éventuellement remplacer l'ONU. Donc tout ça, c'est une bissectrice sur cette année-là, qui est quand même tout à fait impressionnant et qui va encore jusqu'à l'heure actuelle, où on a vraiment une nouvelle donne, et confère donc depuis après l'Ukraine le fameux conflit États-Unis-Iran, donc avec en parallèle la prolongation de la guerre donc israélo-palestinienne et israélo-anti-Hezbollah au Liban. Tout ça, ce sont des points quand même qui montrent que nous sommes rentrés dans des nouvelles relations internationales. C'est très clair. Et ce que je disais au début de cette émission, c'est-à-dire en fait un retour du rapport du plus fort au plus faible. Et ça, c'est très clair. Maintenant, on commence à s'en rendre compte. Ça semblait une politique de gribouille brouillonne, en fait. Mais en fait, manifestement, c'est pour le meilleur et pour le pire. Enfin, pour l'instant, pour le pire, les nouvelles relations internationales. Et donc, en cela, le conflit ukrainien russo-ukrainien de février 2022, était un prémisse, quelque part, de ce que l'on voit désormais un peu partout. Voilà. Olivier, lequel des deux pays pourra tenir le plus longtemps, ça, tu l'as dit, on ne le sait pas, c'est ça, Voilà, alors lequel des deux pays, rapidement, ça tiendra le plus longtemps, c'est un rapport de force. Je rappelle juste, quand même sur ce point, que la Russie, dans sa tradition militaire, donc si on reprend avec la période de l'URSS, la Seconde Guerre mondiale, c'est 21 millions de morts. C'est absolument énorme, chiffre effrayant. Là, on serait sur peut-être 700 000 morts côté russe, 300 000 côté ukrainien, enfin globalement 1 million de morts. Donc si je puis dire, malheureusement, il y a de la marge. Côté ukrainien, c'est pas tout à fait pareil, puisque c'est une plus petite armée, mais très fortement soutenue technologiquement par l'Occident, disons maintenant surtout par l'Union européenne. Et donc c'est pas forcément là qu'il faut chercher à qui va tenir plus longtemps. Moi, je pense que ça peut venir d'un coup d'un des deux camps qui aurait un changement politique majeur, soit un renversement du gouvernement de Zelensky à Kiev, ou côté russe, suite aux problèmes économiques, un changement de direction. Ce qui s'était produit d'ailleurs en 1985, avec l'arrivée des réformateurs et Gorbatchev. Il peut se produire quelque chose de ce genre-là. Mais pour l'instant, en l'état, je vois pas trop ce qu'on peut dire.
de plus. Allez, je suis avec Olivier Buirette. On parle de ce conflit ukrainien, bien sûr. On en est donc à la cinquième année. C'est ça, Olivier, tu le rappelles? Oui, depuis février 2026. On entre dans la cinquième. 2020, oui, c'est ça. Alors, quel bilan pour l'Union européenne? Est-ce que tu as tiré un bilan? Alors le bilan donc pour l'Union européenne, c'est que désormais, et ça fait déjà, et ça c'est vraiment non pas la conséquence du conflit russo-ukrainien depuis 2022, mais plutôt tout simplement de la nouvelle donne internationale que Trump a mis en place, tout simplement depuis le mois de janvier 2025. C'est que l'Union européenne, elle se retrouve toute seule finalement quelque part, avec son éternel problème qu'elle n'a pas résolu depuis les années 50, avec l'échec de la communauté européenne de défense, c'est-à-dire de construire dans la construction de l'UE à Bruxelles, de mettre en place le fameux pilier de défense, de défense commune, d'armée européenne, etc. Tout ça n'a pas pu être résolu, notamment du fait de la guerre froide, et désormais, si je puis dire, on est au pied du mur, et il va falloir trouver quand même un moyen. Alors ça commence, effectivement, il y a des idées, notamment qui gravitent autour des deux puissances nucléaires, européenne, si je puis dire, puisqu'il y a la Grande-Bretagne d'un côté qui est hors UE, évidemment, et puis la France, donc de coordination avec les autres États. Certainement quelque chose se met en place, mais ça prend quand même pas mal de temps, quoi. Mais le bilan, il est là, quoi. C'est très clair. Là, on assiste quand même à ce niveau-là à une vraie rupture outre-Atlantique. Enfin, je veux dire, y compris, on n'a pas le temps de l'évoquer là, puis c'est hors sujet, mais n'oublions pas qu'il reste derrière la fameuse crise de l'Alaska, non pas de l'Alaska, pardon, mais du Groenland. Oui, c'est ça. Voilà, ne l'oublions pas. C'est encore en gestation, ça. Voilà. Même si on n'en parle pas, je pense que c'est toujours dans les cartons, c'est ça, Oui, ça va. Bon, il y a eu un vague arrangement de ça, je crois que c'était justement en marge de Davos, du sommet de Davos annuel, là. Mais bon, ça peut ressortir, l'idée d'annexer, surtout sur le plan stratégique, de mettre la main sur l'Alaska, ce qui cause évidemment une situation de crise avec le Danemark, évidemment, c'est tout à fait normal. Donc c'est une véritable crise interne dans l'Union européenne et dans sa relation avec les États-Unis, qu'il n'y a quand même plus grand-chose à voir avec celle issue de la guerre froide. Alors on parlait du bilan de l'Union européenne, mais quel est le bilan pour l'OTAN ? Voilà, donc ça vient avec. L'OTAN, quoi qu'on en dise, elle a quand même été créée en 1949. Bon, c'est quand même les États-Unis qui, après la crise de Berlin, ont proposé quand même cette alliance militaire avec les États de l'Ouest pour protéger précisément l'Europe, en tout cas en gestation à cette époque-là. L'Union européenne viendra plus tard, contre évidemment la menace à l'Est. C'est ça, l'OTAN, c'est une alliance effectivement défensive et non pas offensive. Faut pas l'oublier. Et ça, c'est l'esprit même de la chose. Alors, les États-Unis veulent s'en désengager manifestement. Bon, il faut quand même pas oublier que dans les années 90, après la fin de la guerre froide, l'organisation qui était l'équivalent à l'Est, le pacte de Varsovie, a été dissous du fait de la fin évidemment du bloc de l'Est. Bon, à cette époque-là, on avait dit aussi, il y avait encore Gorbatchev au pouvoir en URSS, que l'OTAN devrait faire la même chose, sauf que l'OTAN a conservé son existence et ensuite a mené toute cette période des années 90 à 2000 avec plein d'interventions internationales. Son champ d'action à l'OTAN s'est élargi, notamment quand il y a eu ce monde unipolaire où il n'y avait plus que les États-Unis comme grande puissance, ce qui va disparaître évidemment au début des années 2000. Mais là, la donne change et le fait que l'OTAN précisément n'a pas voulu intervenir pour déboucher le détroit d'Ormuz, on l'a vu récemment dans la guerre États-Unis-Iran, et que Trump a dit qu'il saurait s'en souvenir. Je pense que derrière, ce qui va se produire, c'est que les États-Unis vont quitter l'OTAN, et s'ils quittent l'OTAN, je pense que la nature même de l'OTAN changera, quoi. Peut-être qu'elle se transformera à ce moment-là en une organisation de défense européenne, mais ça, c'est de la futurologie. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir.
Mais la conséquence sur l'OTAN, oui, c'est une profonde crise de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est très clair. Hein. Oui. Allez, je suis avec Olivier Burette. Donc, je rappelle que tu es docteur en histoire, c'est ça C'est ça, oui, histoire contemporaine. Notamment sur le pays de l'Est, c'est ça. Et puis tu donnes des cours d'histoire à la Sorbonne Nouvelle. Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. Paris 3. Oui. Voilà. Et donc on parle de ce conflit. On en parle sur Radio Cool Direct depuis le début. Pour toi, l'Ukraine, est-ce que c'est un défi pour l'identité européenne ou pas ? Bah oui, c'est la dernière question qu'on avait retenue. Bah oui, parce que l'Ukraine, mais comme tous les autres pays de l'Europe européens, mais qui ont été en fait des républiques soviétiques, hein, c'était des petits, ce qu'on appelle des RSS, des républiques socialistes soviétiques. Hein, il n'y a pas que l'Ukraine, il y a la Géorgie, il y a la Moldavie. Aussi, il y avait les pays baltes, hein, et tous ces pays-là, après, disons, la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, tous, sauf peut-être la Biélorussie, hein, qui est un cas particulier, puisqu'il y a un autocrate au pouvoir, là, Loukachenko, depuis des lustres, hein, tous ces pays-là ont suivi le même mouvement que les pays de l'ancien bloc de l'Est, hein, de l'Europe centrale, c'est-à-dire vouloir, d'une part, rentrer dans l'organisation militaire défensive de l'Ouest, c'est-à-dire l'OTAN, hein, et jusqu'à présent, l'Ukraine souhaite toujours entrer dans l'OTAN, hein, et puis ensuite intégrer l'Union européenne. Hein. C'est un phénomène de fond, en fait, hein, de tous ces pays-là qui souhaitent effectivement intégrer l'Union européenne parce qu'ils voient ça comme une sphère de prospérité économique, etc. Puis surtout, une organisation militaire pour les protéger. Hein, des problèmes du voisin de l'Est, hein, c'est-à-dire la Russie. Hein, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, par exemple, la Pologne est devenue, là on vient de célébrer le premier anniversaire du traité de Nancy entre la France et la Pologne, hein, entre Donald Tusk et Emmanuel Macron, on l'a vu là. C'est quoi ? C'est une alliance militaire renforcée avec la Pologne, hein, parce que la Pologne c'est devenu la tête avancée du bastion de l'UE face à l'Est. Hein. Voilà, et pareil pour les États baltes, hein, qui craignent toujours évidemment leurs voisins de l'Est. Donc l'identité européenne à ce niveau-là, elle est là. C'est-à-dire que c'est un vrai choc. Hein, entre l'influence d'un empire qui est de retour avec la Russie de Poutine, hein, Poutine qui est au pouvoir, ne l'oublions pas, depuis le début des années 2000, hein, lui c'est un super Orban, hein, ça va faire 26 ans de pouvoir, peut-être 27 ans de pouvoir pour lui, hein, il est en théorie là jusqu'en 2030, hein, au moins, donc il n'a eu de cesse, Poutine, que de reconstituer la puissance russe, hein. C'est très clair, et le moment de l'alerte de ça, c'est pas les guerres nécessairement qui ont lieu en Tchétchénie au début des années 2000, mais c'est surtout le moment où la Russie, pour la première fois, et moi j'avais écrit un article là-dessus il y a longtemps, c'était passé complètement inaperçu évidemment, où la Russie est sortie pour la première fois du bois, si j'ose dire, de son territoire à ce moment-là, c'est l'été 2008, hein, quand l'armée russe est intervenue en Géorgie pour renverser, hein, le pro-européen de l'époque dans ce petit état du Caucase, hein, qui est la Géorgie, qui était Saakachvili. Hein. Saakachvili, c'était une sorte de Zelensky de l'époque. Hein. Il voulait rentrer dans l'OTAN, il voulait rentrer dans l'Union européenne. Poutine a envoyé les chars, et puis Saakachvili, à l'heure actuelle, vit toujours d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il est réfugié en Ukraine, hein, mais on a bien vu à quel point, d'ailleurs, encore récemment, la Géorgie, comme la Moldavie, hein, sont des points de tension, hein, parce que ce sont les frontières de l'ancien empire. Hein. Donc, ce que Poutine avait qualifié à la fin du mandat de Biden lors d'une rencontre, qui était un sommet qui avait eu lieu à Genève, un sommet Poutine-Biden, le dernier sommet russo-américain avant celui de Anchorage, eh bien, avait mis en garde les États-Unis en leur disant ne franchissez pas les lignes rouges de l'ancien empire. Bon voilà, on y est quoi, pleinement. Voilà. Alors tu parlais tout à l'heure de réfugiés, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus maintenant. Il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens qui se sont réfugiés en France, en Europe. C'est ça, on connaît le nombre ou pas ?
Non, alors ça je l'ai pas. Bon, moi j'en connais. Enfin, je connais des Ukrainiens, des Ukrainiennes surtout qui ont quitté notamment l'est du pays pour venir en France. Après, ils sont comment dire, dans des situations, souvent ils sont francophones. Il y a eu tout un tas de plans. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais pour comment dire, les aider, les intégrer, etc. Voilà, mais oui, ça a généré, en tout cas vers l'Europe de l'Ouest, une forte migration de réfugiés. C'est pas majoritairement en France. Oui, ils sont surtout restés dans des pays qui sont pas loin, quoi. Il y en a beaucoup en Pologne, par exemple. Oui. Parce que après, quand on discute avec des Ukrainiens, moi je l'ai fait, moi je le connais. C'est quand même un peuple très patriote, quoi. Ils sont quand même très attachés à leur pays. Et ils espèrent toujours revenir. Mais enfin, c'est une situation quand même de guerre qui empire. Faut pas oublier que les hommes n'ont pas le droit de quitter le territoire de l'Ukraine. Enfin, en tout cas, tous ceux qui ont moins de 55 ans, je crois, puisqu'il y a vraiment des levées en masse de la population pour aller combattre la Russie. D'ailleurs, en Russie, c'est la même chose. Je veux dire, la situation, comment dire, des mobilisations des hommes pour aller au combat, c'est assez sinistre, ce qui se passe quand même. Et c'est de moins en moins populaire, parce que comme c'est une guerre qui n'en finit plus et qui est quand même très meurtrière. Donc voilà. Et toujours sur cette histoire-là de l'Ukraine, de ce conflit-là, même si on a tendance à être focalisé à l'heure actuelle sur le détroit d'Ormuz et les prix du carburant et toutes les infos contradictoires qui arrivent de ce conflit tous les jours. Comment dire, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit dans tous ces conflits-là, c'est l'aspect propagande. Donc vraiment faire le tri dans tout ce qui arrive dans les médias, et essayer de recouper un maximum les informations pour comment dire, essayer d'avoir un point de vue objectif, parce que c'est vraiment pas évident, la propagande est de part et d'autre. Alors voilà, moi ce que je fais moi-même, quoi, quand je fais des petits articles là-dessus ou des synthèses diverses, ou que je reprends, parce que moi je fais toujours beaucoup dans mes cours des allers-retours sur l'actualité, parce que c'est faire en histoire, c'est quand même très difficile, là, surtout à l'heure actuelle, de faire autrement. Je pense que ce qui est pas mal, c'est de recouper les points de vue des différents spécialistes, quoi. Non pas de prendre ce qu'un spécialiste, si tu veux, ou ce qu'on appelle un général de plateau. Oui. Après, c'est toujours les mêmes. Donc voilà, donc ça, on peut écouter différents points de vue, et puis aussi écouter les points de vue de l'autre côté, ce qui n'est pas nécessairement facile, parce qu'il y a une censure. Bien sûr. Là, c'est très clair, comme si on pouvait pas se faire nous-mêmes notre opinion. C'est toujours pareil dans tous ces problèmes-là, c'est très clair. Et je pense que c'est le seul moyen d'arriver à voir, comment dire, à peu près la réalité. Il y a quand même dans les différents réseaux sociaux pas mal de podcasts, de spécialistes divers, et qui, après, on recoupe. Mais ça, c'est la méthode du travail de l'historien. Si tu veux, quand tu fais un travail d'histoire sur des archives, tu prends différents types d'archives, tu les recoupes, et à partir de là, t'essayes de reconstituer, si tu veux, le point qui est abordé, tu vois. Mais là, c'est un peu la même chose, mais c'est pas. Il faut vraiment puis faire le tri à l'heure actuelle. Là, comme j'ai fait ce cours sur images et archives toute l'année, là, apprendre à faire le tri des fake news, des fausses images. De tout ce qui est généré par l'intelligence artificielle, c'est à l'heure actuelle, ça prend des proportions qui augmentent tous les jours. Donc là aussi, vraiment, il faut aiguiser son esprit critique et faire le tri, tu vois. C'est ce que je recommanderais, tu vois. Faut pas s'arrêter à une seule version. Non, surtout pas. Et c'est vrai que pour ça, certains réseaux sociaux, on arrive à trouver justement des personnes qui qu'on voit pas sur des plateaux TV, mais qui arrivent quand même à parler de ce conflit. C'est ça, en fait. Bien sûr. Oui. Ou alors vous restez avec nous sur Cool Direct, vous écoutez Olivier une fois par an, et il vous donne son point de vue sur la guerre en Ukraine. Voilà. Alors modestement, voilà. Ne sois pas modeste, s'il te plaît.
Ne sois pas cet modeste. enregistrement-là, tu vois, bon, sera, voilà, donc ça peut être versé au dossier, quoi. Voilà, alors, et s'il y a des personnes qui veulent te contacter justement suite à cette émission, est-ce que tu réponds aux questions? Je réponds toujours à toutes les questions. Bon, il y a aucun problème. Donc tu peux donner mon mail. Je sais pas si tu dois l'avoir de toute façon. Tu peux le donner. Hein. Alors mon mail, le plus simple, c'est de me contacter plutôt sur ma messagerie, même si j'ai mes deux messageries de la Sorbonne Nouvelle ou celle de privée. Les deux, de toute façon, il y a que moi qui les regarde. Donc c'est sans risque, si je puis dire. Mais le plus simple, c'est mon mail perso qui est, alors c'est très simple, c'est Olivier comme le prénom. Buirette, ça c'est mon nom, donc B-U-I-R-E-T-E, donc olivier.buirette@orange.fr, voilà. Et puis le même, mais sorbonne-nouvelle.fr, là aussi on peut m'écrire sur Sorbonne Nouvelle. Hein. De toute façon, je suis bien connu pour mener toutes mes activités, voilà. Donc et je réponds toujours. Hein, très bien. Voilà, parce que parce que ça me semble important. Ça fait vraiment partie de la base du travail, si tu veux, de l'enseignement de l'histoire et de toutes ces questions-là. C'est toujours de répondre. Tu vois, là, par exemple, pas plus tard que vendredi de la semaine dernière, j'étais dans un lycée à Fontainebleau, invité par une amie dans un centre de documentation pour une rencontre avec des lycéens sur l'histoire des relations internationales. Et c'était des échanges extrêmement, comment dire, d'une richesse très profonde, quoi. Enfin, surtout le niveau des lycéens en question et la qualité de leurs questions, ça a vraiment donné des échanges très enrichissants, tu vois. Donc tout ça fait partie du travail, quoi, du job. Et sinon, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur cooldirect.fr. Je crois que tu as une chaîne YouTube aussi. Oui, voilà. Alors je duplique. Hein, évidemment, je mentionne bien que c'est un podcast de Cool Radio, mais je le duplique aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ouais. Donc après, voilà, comme ça. Et la chaîne YouTube. Alors, elle s'appelle Parlons Histoire. Parlons Histoire, d'accord. Voilà. Mais là, je précise, c'est une chaîne YouTube. Bon, j'ai à peu près 1500 abonnés. C'est une petite chaîne. Hein, je suis pas du tout un influenceur de l'internet. Tu commences. Du tout, moi je fais pas si tu veux des posts à 500 000 vues. Hein, voilà. Donc je ne vis pas de YouTube. Hein, si je pouvais, ce serait merveilleux, mais ça c'est loin d'être le cas. Hein, des vidéos sur ma chaîne, celle existe depuis 10 ans à peu près. Celles qui ont fait le plus de vues, on doit être à 6 000 vues, ce qui pour moi est énorme. Hein, je précise. Hein, voilà. Donc voilà, ça donne une idée de ce que c'est. Mais bon, j'ai mis mes cours sont sur cette chaîne depuis le Covid d'ailleurs, plus des différentes petites vidéos de visites de musées sur d'autres sujets aussi, voilà. Et donc il faut pour la voir, le plus simple, c'est donc de taper sur Google Parlons Histoire et de mettre mon nom à côté. Parce que des chaînes Parlons Histoire, il y en a d'autres. Donc voilà, ça c'est la jungle du web, hein, c'est tout à fait normal, hein, si tu veux. Oui. Donc voilà, hein, voilà. Mais moi je réponds à tout le monde. Mes articles, la plupart des articles que j'écris sont sur academia.edu. C'est pareil, c'est un réseau où pas mal de chercheurs mettent leurs différents articles. C'est ce que je fais moi aussi. Voilà, c'est assez facile à trouver. Voilà. Eh bien, écoute, on va conclure, mon cher Olivier, merci, pour ce nouveau rendez-vous sur le conflit en Ukraine. Donc, je rappelle que tu es docteur et chargé en histoire à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Et que là, tu vas donner un cours, là. Tu m'as dit, j'ai un rendez-vous, là. Oui, là, j'ai un rendez-vous, mais qui est un rendez-vous médical, tu vois. Donc, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Alors là, là, c'est la période est très calme. Ce sont les vacances, là. Hein, oui, c'est vrai. Sur la Paris, oui, c'est vrai. C'est jusqu'au 4 mai. C'est vrai. Et pour l'université, c'est jusqu'à la semaine prochaine. D'accord. Donc, là, c'est la période calme. Bon, écoute, merci à toi d'être passé le micro
de Cool Direct. Un vrai plaisir. Une émission à retrouver en podcast. Et je te dis peut-être fin de l'année ou 2027. Voilà, de toute façon, on est en contact, hein, donc voilà. Et comme c'était cité dans une question, pour l'instant il n'y a pas de réponse. Lequel des deux pays pourra tenir le plus longtemps, ça, personne. Voilà, de toute façon, il y a toujours une fin dans les conflits, hein. Oui. Mais bien difficile de dire quand ça. Évidemment, si ça se terminait le plus rapidement possible, je crois pour tout le monde, ce serait bien. Eh bien, je pense qu'on ne manquera pas de faire une émission spéciale. Oui. Une interview spéciale à ce sujet, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça va de soi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Merci à toi d'être Bien passé sûr. au micro de Cool Direct. Je te remercie beaucoup, Marco. Avec grand plaisir. Au revoir.